Dans l'histoire militaire, il existe toute une catégorie d'engins que l'on avait rayés, moqués ou jugés condamnés d'avance et qui ont pourtant vaincu, encore et encore, ce qui était censé les détruire. Dans cette vidéo, 10 de ces machines. Le Sherman IM-4. À l'été 1944, les équipages de chars américains savaient avec certitude que leurs canons ne perçaient pas le blindage frontal du Tiger allemand, quelle que soit la distance. Le canon de 88 mm du Tiger, de son côté, détruisait un Sherman depuis 1,5 km. Sur le plan technique, le Sherman perdait à tous les niveaux. Blindage, 75 mm contre 120. Canon, 75 mm à faible vélocité initiale contre un 88 mm à long tube. Masse, 33 tonnes contre 56. Mais l'Allemagne n'a produit en tout que 1835 Tigers pendant toute la guerre. Les Sherman, eux, étaient 49 234 à la fin du conflit. Les équipages américains ont développé une tactique. Un peloton ouvrait le feu par l'avant pour accaparer l'attention de l'équipage allemand, un second débordait simultanément sur le flanc et frappait le blindage latéral, là où l'obus de 75 mm parvenait tout de même à percer. Les pertes étaient lourdes. Un bataillon de la 2e division blindée a perdu 70% de ses véhicules entre le 26 juillet et le 12 août 1944. Mais le bataillon continuait d'avancer, parce qu'un Sherman détruit était remplacé en quelques heures. Un Tiger détruit, l'Allemagne ne pouvait plus le remplacer. En septembre 1944, près d'Haracourt, des Panthers allemandes ont attaqué les positions de la 4e division blindée. Elles sont tombées sur des équipages aguerris montant des Sherman armés de canons de 76 mm. Les Allemands ont perdu environ 80 chars, les Américains moins de 20. Un char techniquement inférieur l'avait emporté grâce à ce que l'adversaire n'avait pas, des équipages entraînés, une logistique rodée et un flot ininterrompu de machines sorties des chaînes d'assemblage. Le 15 avril 1952, le prototype de cet avion a décollé pour la première fois de l'aérodrome de Seattle. C'était un bombardier stratégique de l'ère de la guerre froide, conçu pour livrer des armes nucléaires en profondeur sur le territoire soviétique. En 1955, il a remplacé au combat le bombardier B-36, symbole de l'aviation stratégique américaine de l'époque. Puis est venu le B-58, capable de voler à 2 fois la vitesse du son. Ensuite, le bombardier supersonique B-1, puis le bombardier furtif B-2. Chacun d'eux était présenté comme le successeur du B-52. Tous ont déjà été retirés du service ou sont en cours de retrait. Le B-52, lui, est toujours en service. Au total, 744 appareils ont été construits. Le dernier a quitté la chaîne d'assemblage en octobre 1962. Aujourd'hui, 76 B-52 restent en service actif dans l'armée de l'air des États-Unis, tous de la variante H, la série la plus récente. Pendant 7 décennies, cet avion a bombardé le Vietnam, l'Irak, l'Afghanistan et a participé à des dizaines d'autres conflits. Il a survécu à la dissolution de l'Union soviétique et à l'apparition de 3 générations de chasseurs créés notamment pour l'intercepter. L'appareil fait actuellement l'objet d'une nouvelle modernisation. Ces 8 anciens moteurs sont remplacés par des Rolls-Royce neufs et un radar à antenne à réseau à commande de phase active est installé. À l'issue de ces travaux, l'avion recevra la désignation B-52J et devrait, selon les prévisions, rester en service jusqu'aux années 50 de ce siècle. Si ce pronostic se confirme, cet avion aura servi plus de 100 ans. Le 20 juin 1965, 4 avions d'attaque Skyraider ont décollé du porte-avions Midway vers les côtes du Nord-Vietnam pour couvrir une opération de sauvetage. C'étaient des avions à piston conçus à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lents, à aile droite, avec le grondement d'échappement caractéristique d'un moteur radial. Un MiG-17 à réaction standard les dépassait en vitesse de 200 km/h. 2 MiG-17 du 921e régiment de chasse du Nord-Vietnam ont repéré les Skyraider et sont passés à l'attaque. Les ingénieurs soviétiques avaient conçu le MiG-17 pour l'interception à haute vitesse. En combat rapproché à basse altitude, un avion à piston possède un avantage fondamental. Son rayon de virage à faible vitesse est nettement inférieur. Le lieutenant Clinton Johnson a engagé un virage serré. Le MiG n'a pas pu reproduire la manœuvre et a poursuivi sa course vers l'avant.
Une seconde plus tard, les deux Sky Raiders ont ouvert le feu avec leurs canons de 20 mm. Un MiG est tombé dans la mer, le second a rompu le combat. Ce fut le premier engagement aérien au canon de toute la guerre du Vietnam. Le lieutenant Johnson et le lieutenant Hartmann ont reçu chacun l'étoile d'argent pour ce fait d'armes. Le premier MiG abattu dans cette guerre ne l'a pas été par un fantôme à réaction, mais par un avion à moteur à piston conçu sous Roosevelt. En octobre 1966, le lieutenant Thomas Patton a reproduit cet exploit. Un nouveau MiG-17 a été abattu par un Sky Raider, marquant la dernière victoire de l'histoire de l'aviation, remportée par un pilote d'avion à piston contre un chasseur à réaction. Shot-Cal. C'est ainsi que l'armée israélienne désignait sa version du char britannique Centurion, une machine conçue en 1945 pour combattre les Tigers et les Panthers allemands. En 1973, le Centurion était dépassé selon tous les critères. Le T-55 soviétique qu'il devait affronter sur le plateau du Golan avait été mis en service 13 ans plus tard et avait été spécialement conçu pour neutraliser des chars comme lui. Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1973, la Syrie a lancé son offensive avec 1400 chars. Israël ne disposait sur le plateau du Golan que de 177 Shot-Cal. Pendant 3 jours, sans renfort, moins de 200 chars ont contenu une armée 8 fois plus nombreuse. Dans la vallée qui sera ensuite baptisée Vallée des Larmes, moins de 100 véhicules de la 7e brigade blindée ont détruit environ 500 T-55 et T-62 syriens. Le lieutenant Zvi Gringold a personnellement détruit 40 chars ennemis en 30 heures de combat ininterrompus, changeant de machine chaque fois que la sienne était touchée. L'armée syrienne a perdu 1181 chars sur les 1400 avec lesquels elle avait lancé son offensive. Israël a perdu 250 véhicules, dont seulement 100 déclarés irrécupérables. Un char britannique de 1945 avait vaincu des chars soviétiques des années 60. La cause n'était pas une supériorité en blindage ou en canon, mais une différence dans la formation des équipages et dans l'ergonomie de la tourelle, qui permettait aux pointeurs israéliens de tirer plus vite et avec plus de précision. Le 25 novembre 1940, le prototype du bombardier de Havilland a décollé pour la première fois de la piste de l'aérodrome de Hatfield. L'avion était construit en bois, contreplaqué collé et balsa, sans armement défensif et sans blindage. Les services de renseignement allemands l'appelaient le meuble anglais et ne le considéraient pas comme une menace. Le 30 janvier 1943, 3 Mosquitos d'une escadre de bombardement sont apparus au-dessus de Berlin en plein jour. À ce moment précis, Hermann Göring prononçait un discours solennel à la radio pour célébrer le 10e anniversaire de la prise du pouvoir par les dirigeants du Troisième Reich. La transmission a été interrompue pendant 1 heure. La Luftwaffe n'a pas eu le temps de faire décoller un seul intercepteur. La raison était simple, le Mosquito atteignait environ 600 km/h. Ce qui le rendait inaccessible à tous les chasseurs allemands de série jusqu'au printemps 1944, lorsque les premiers Messerschmitt 262 à réaction ont commencé à entrer en service. En avril 1943, Göring a été contraint de former des escadrilles spéciales pour chasser le Mosquito, sans succès. « Je deviens malade quand je vois un Mosquito. Je deviens vert et jaune d'envie. » Ces mots de Göring ont été consignés dans le compte-rendu sténographié de la réunion du 18 mars 1943. Le Mosquito a terminé la guerre avec le plus faible taux de perte de tous les bombardiers du commandement britannique, 0,63% par mission de combat, contre 2,13% pour le Lancaster. Un avion en bois sans une seule mitrailleuse défensive s'est révélé plus résistant que tous les bombardiers lourds des Alliés. Le 5 juillet 1950, une colonne de T-34-85 du 107e régiment de chars de l'armée populaire coréenne avançait sur la route d'Osan. Face à elle se sont déployés les soldats américains du groupe de travail Smith, première unité des États-Unis engagée en Corée depuis le début de la guerre. Le groupe disposait de canons sans recul, d'obusiers et de 6 obus anti-chars, représentant selon les données disponibles un tiers de toutes les munitions de ce type dont disposaient alors les forces américaines en Asie. En 1950, les chars légers américains ML-24 Chaffee, entrés en service en 1944, le dépassaient techniquement sur le papier. Cela n'a eu aucune importance.
Les obusiers ont ouvert le feu depuis 1,5 km. Les obus explosaient autour des chars sans leur causer de dommages. Les 6 obus anti-chars ont tous été utilisés à courte portée et ont réussi à immobiliser 2 chars. Les autres ont traversé les positions du groupe Smith et ont continué leur route. Sur les 406 hommes du groupe, 181 ont été tués, blessés ou portés disparus. Un char soviétique conçu avant le début de la Deuxième Guerre mondiale avait traversé l'unité d'avant-garde de l'armée qui avait remporté ce conflit sans presque le remarquer. C'est seulement avec l'arrivée des chars MM-26 Pershing et MM-46 Patton que les forces américaines ont disposé de véhicules capables d'affronter le T-34 sur un pied d'égalité. Il aura fallu près de 2 mois pour en arriver là. Le 8 février 1984, le cuirassé New Jersey, un navire mis en chantier en 1941 et lancé en 1943, a tiré 250 obus de 16 pouces sur les positions des formations druzes et chiites dans les montagnes dominant Beyrouth. 30 d'entre eux ont franchi la crête du Liban et ont atteint un poste de commandement syrien dans la plaine de la Beka. C'était le bombardement naval côtier le plus puissant depuis la guerre de Corée. Au cours des années 80, les théoriciens de la stratégie navale expliquaient depuis 3 décennies que les cuirassés étaient dépassés, trop vulnérables à l'aviation et aux missiles guidés, trop coûteux à entretenir. La marine américaine avait retiré les cuirassés du service en 1969, mais un obus de 16 pouces pèse plus d'1 tonne. Aucun croiseur lance-missiles ne possède quoi que ce soit de comparable en puissance destructrice contre des positions fortifiées en terrain accidenté. En 1981, l'administration Reagan a remis le New Jersey en service dans le cadre du programme de constitution d'une flotte de 600 navires. Décembre 1983 a été la première fois depuis 1969 que les canons de 16 pouces du cuirassé ont tiré en conditions de combat, 30 ans après que les experts eurent déclaré de tels navires inutiles. En 1990, le New Jersey a de nouveau été retiré du service. Ces 4 navires jumeaux de la classe Iowa avaient alors également achevé leur carrière. Aucun de leurs successeurs ne disposait d'une puissance de feu comparable contre des cibles terrestres. En 2005, la Marine des États-Unis a conduit une série d'exercices au large des côtes de Californie. Leur objectif était de tester la défense anti-sous-marine d'un groupe de frappe aéronaval conduit par le Ronald Reagan, l'un des porte-avions nucléaires les plus récents du monde, d'une valeur de 6,2 milliards de dollars. Le groupe était protégé par des croiseurs équipés du système Aegis, des destroyers, des hélicoptères anti-sous-marins et des sous-marins nucléaires d'attaque. L'adversaire dans ces exercices était le sous-marin diesel électrique suédois Gotland, un bâtiment de 1600 tonnes de déplacement d'une valeur d'environ 100 millions de dollars. Pendant 2 ans, le Gotland a traversé à plusieurs reprises tous les échelons de la défense du groupe de frappe et s'est placé à portée de torpille du porte-avions sans jamais être détecté. L'analyste naval Norman Polmar a écrit que le Gotland tournait en rond autour des navires américains. Les officiers de la défense anti-sous-marine auraient été démoralisés. La cause résidait dans le moteur. Au lieu d'un diesel classique, le Gotland était équipé d'un moteur Stirling à oxygène liquide, une technologie inventée au XIXe siècle. Il fonctionnait dans un silence quasi total et permettait aux sous-marins de rester immergés des semaines entières sans remonter en surface. Les sous-marins nucléaires exigent un fonctionnement permanent des pompes de refroidissement du réacteur, source de bruit. Le Gotland, lui, n'émettait rien. À l'issue des exercices, la marine américaine a loué le Gotland pour 2 ans afin de développer des contre-mesures. Pour 100 millions de dollars, le sous-marin suédois avait infligé des dommages fictifs à un navire valant 62 fois plus cher. Le PPCH-41 est un pistolet mitrailleur soviétique conçu par le constructeur Georgy Shpagin en 1941. Il était fabriqué en acier embouti et pouvait être assemblé en quelques heures sur n'importe quelle machine-outil d'usine, avec une portée utile de tir de 200 mètres. Le MP-40 allemand, conçu à la même période, avait un chargeur de 32 cartouches, tandis que le chargeur tambour du PPC-CH en contenait 71, avec une cadence de tir de 900 coups par minute. Pendant les années de guerre, 6 millions de PPCH ont été produits. Le commandement soviétique ne l'attribuait pas à des soldats isolés,
mais équipait des compagnies, des bataillons et même des divisions entières, créant des murs de feu continus aux combats rapprochés, ce que l'infanterie allemande avec ses propres armes ne pouvait pas assurer. L'armée allemande a commencé à ramasser massivement les PPC capturés et à les utiliser contre les forces soviétiques. La Wehrmacht a officiellement adopté l'arme sous la désignation MP717R, sans la transformer, en dotant simplement les soldats allemands de cartouches soviétiques qui convenaient aussi aux pistolets Mauser allemands. Un manuel d'emploi en langue allemande a été imprimé. Le PPC capturé est devenu le deuxième pistolet mitrailleur le plus répandu de la Wehrmacht, après le MP40. L'armée a adopté l'arme de l'adversaire non pas parce qu'elle manquait de la sienne, mais parce que le pistolet mitrailleur soviétique était supérieur au combat rapproché. La mitrailleuse lourde Browning IM-2, calibre 12,7 mm, adoptée par l'armée des États-Unis en 1933. Elle a été créée par John Browning sur la base de travaux datant de 1918, à l'époque des biplans et de la guerre des tranchées. Depuis lors, les M2 a traversé la Deuxième Guerre mondiale, la Corée, le Vietnam, la guerre des Malouines, l'Afghanistan, les deux guerres d'Irak et des dizaines d'autres conflits. Dans les années 50 est apparue l'EM85, une nouvelle mitrailleuse du même calibre, spécialement développée pour remplacer l'EM2. Elle était plus légère et plus compacte. Dans les années 80, l'EM85 a été retirée du service pour cause de manque de fiabilité. Toutes ces fixations ont été remontées avec des MM2. Dans les années 2000, l'armée a financé le développement de l'EM806, une version allégée du même concept. Le programme a été abandonné avant d'atteindre la production en série. L'M2, lui, est toujours en service. Aujourd'hui, l'M2 est la mitrailleuse lourde standard de plus de 60 armées dans le monde, dont tous les États membres de l'Alliance Atlantique. On l'installe sur les chars, les véhicules blindés, les hélicoptères, les navires et les positions au sol. Aucune des mitrailleuses créées depuis 1933 n'a réussi à le surpasser par l'ensemble de sa fiabilité, de sa puissance et de sa polyvalence. Une arme conçue à l'ère d'avant l'aviation à réaction et les radars reste l'étalon de référence pour tous ceux qui cherchent à lui succéder. Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne, des contenus similaires y paraissent régulièrement. Et écrivez dans les commentaires quel engin vous ajouteriez à cette liste.